Bienvenue sur les MOOC du Human Club, le réseau dédié aux professionnels du management et des ressources humaines en Hauts-de-France, centré sur l'humain au cœur des organisations. Pour ce second opus, nous retrouvons une keynote intitulée IA et RH, quelle transformation pour nos métiers par Pierre Blanc, président fondateur de Atlink et auteur de L'intelligence artificielle expliquée à l'inverse. On va partir sur la deuxième qui est plus orientée sur notre sujet d'aujourd'hui, qui est l'impact sur la transformation des métiers. Je voulais savoir déjà si vous aviez lu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lu les études, je sais pas, Oxford? Levez la main si vous l'avez. Non, ça vous dit non. 2013, 2017, ils ont refait un update. Il y a le Conseil d'orientation pour l'emploi aussi qui a publié une étude. Non, personne. Ok. François, ok. France Stratégie a sorti 2 études sur l'automatisation, l'impact, et puis l'impact aussi de l'IA sur 3 secteurs d'activité, la santé, le transport et la banque. Non, personne n'a lu. Ok. Bon, je ferai un petit peu de pédagogie, c'est important. Alors, comme François m'a dit que je pouvais un peu vous secouer, j'ai pas résisté à vous passer cette vidéo. Les syndicats disent être caissier, c'est l'un des derniers métiers accessibles sans expérience ni qualification. Non, c'est complètement faux. Déjà, on va se parler franchement. Des métiers de caissier et de caissière, il n'y en aura plus du tout. Pas en 2065, mais dans 10 ou 15 ans, parce que nous ne supportons déjà plus les temps d'attente à la caisse. Nous sommes habitués. Le capitalisme du XXIe siècle, c'est un capitalisme où les entreprises, les GAFA, aux États-Unis et en Europe, les BATX en Chine, combattent la frustration, le perte de temps. On a tout de suite. Vous voulez regarder une série, vous avez ce que vous voulez tout de suite. Vous voulez écouter un disque, vous avez ce que vous voulez tout de suite. Donc vous doutez bien que pour les plus jeunes, l'idée qui consiste à prendre des aliments, les poser sur un tapis, attendre 10 minutes, payer, les remettre, etc., ce sera terminé. Chez boulanger, il n'y aura pas longtemps la boulangerie. Oui, mais boulanger, c'est différent. Boulanger, vous allez à la boulangerie, d'accord? Donc c'est quelque chose qui est assez plaisant. Vous allez chez le boucher, vous allez chez le poissonnier. Chez le poissonnier, vous savez jamais à quoi correspondent les poissons ou comment les cuisiner. Donc là, vous avez vraiment, si vous voulez, besoin d'un service. Ça n'est pas simplement le fait de payer. Voilà. Bon, tout ça, c'est en ligne. Ça date de fin août. À l'époque, il y avait eu à Angers, en fait, un grand distributeur qui avait fait parler de lui parce qu'il avait ouvert, il avait remplacé et autres. Vaste sujet. C'est un sujet qu'on va aborder sur les caissières de manière assez rapide. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que tous ces sujets-là, c'est des sujets qui existent de manière très récurrente. Je vous ai mis, en fait, le rapport Noramin qui date de 78, ça ne nous rajeunit pas, dans lequel il expliquait beaucoup de choses et il expliquait notamment, vous pourriez changer des termes en fait, utiliser télématique, vous mettez Internet et comme ça, vous prenez la synthèse. Moi j'ai fait l'exercice, vous la diffusez à quelqu'un et vous lui demandez de quand ça date. Il va vous dire que ça date il y a de l'an passé ou d'il y a 2 ans ou d'il y a 3 ans. Les termes sont très contemporains. Ce qui est intéressant, c'est que ces sujets de fracturation et de fracture en fait, de certains métiers à venir ne datent pas d'aujourd'hui. En 79, vous savez qu'en France, on a une très forte école de prospectivistes, notamment au CNAM, et Michel Godet est un des représentants. Et ils expliquaient que la banque pourrait être la sidérurgie de demain. Donc c'était en 78. 78, il y avait 200 000 employés. Aujourd'hui, il y a 370 000 employés. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu notamment une libéralisation du secteur bancaire et le fait que les banques françaises sont allées à l'étranger et ainsi de suite. Donc il s'est passé beaucoup de trucs. Mais ces sujets sur la disparition, comme le disait François, des métiers et datent pas d'aujourd'hui. Alors je vous ai mis un florilège, en fait, ce n'est pas une loterie, mais je vous ai mis un florilège de pourcentage de disparition des métiers. Donc on va commencer doucement, 10% des emplois. Je n'ai pas mis les sources, mais tout ça, c'est les études dont je vous ai parlé. C'est soit Oxford, soit le Conseil d'orientation pour l'emploi, soit France Stratégie. Il y a aussi le World Economic Forum qui a fait des études là-dessus, des cabinets très célèbres. Hop, on monte, c'est comme la température, ça monte un peu, on passe à 35, 50, on arrive à 49, 47. Oxford, 2013, ils annonçaient 47% de métiers menacés. En fait, ce n'est pas 47, c'est 2 tiers, 66%, parce qu'il y a ceux qui sont fortement menacés, et puis il y a ceux qui sont un peu menacés. Un métier un peu menacé, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, mais vous avez ça, et puis hop, on remonte encore.
Et vous avez le pompon, vous arrivez à 2/3 de métier. Alors, généralement, quand je prends une étude, un bouquin qui commence par Oxford a dit que, je le ferme, parce que généralement, tout le monde vous parle de ces études, personne n'a regardé comment elles ont été constituées. On mélange allègrement sur les réseaux sociaux des impacts sur les métiers, des impacts sur les tâches. Donc là, il y a des chiffres qui concernent des impacts sur des métiers, très globaux, et puis il y a des chiffres qui ont été menés sur des études sur les tâches. C'est un peu différent, à mon avis quand même. Il y a des choses à voir. On ne sait jamais quels sont les outils qu'il y a derrière. Vous voyez, je mets un analyseur d'email dans le secteur bancaire, hein, pour un conseiller bancaire. C'est un peu différent si je mettais un chatbot ou autre. On ne sait jamais quels sont les outils. Donc on a beaucoup d'études. Donc dès qu'on a des pourcentages et qu'on cite ces études-là, Oxford, c'est 2013 quand même. Ils ont réactualisé une étude en 2017. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que souvent, hein, les chiffres, ils sont travaillés dans un labo. Ils ne sont pas allés sur le terrain, bien évidemment. Parce que quand vous balayez 702 métiers, vous n'allez pas passer 702 jours sur le terrain pour aller voir chacun des métiers. Donc tout ça se fait de manière un peu en dehors du terrain. Quand même un sujet. Et on ne sait jamais donc, quels sont les outils. Là, il y a des choses qui sont dites à dire d'experts. Le Conseil d'orientation pour l'emploi, c'est des sondages du type est-ce que vous avez peur que votre métier se fera automatiser ou pas? La plupart des gens ne savent pas quels sont les outils aujourd'hui qui sont disponibles. C'est difficile de répondre. Vous pouvez toujours dire oui. Hein. Mais finalement, quel est le fondement théorique? On ne l'a pas. Donc c'est très intéressant parce que ça a un peu agité et ça agite un peu la communauté, mais d'un point de vue pratico-pratique, dans le quotidien, c'est compliqué d'en faire quelque chose. Après, vous avez... C'est une bonne remarque. J'ai oublié de dire qu'en plus, il n'y a pas le terme dans ces outils. Voilà. Je suis désolé, mais c'est une bonne remarque. J'ai oublié dans le... On ne connaît pas... Il n'y a pas de métrique. Les métriques changent d'une étude à l'autre. On n'a pas les outils qui sont derrière, on n'a pas de terme. Vous avez raison. Bon, ça c'est la courbe en U, mais on peut faire plein de courbes. On peut faire la courbe en N, on peut faire une courbe en L, une courbe en I, ainsi de suite. En gros, c'est les probabilités d'automatisation. Donc aujourd'hui, le gros truc, c'est de dire finalement, il y a les métiers à très fort, comment dire, de dirigeants, de managers et autres, très qualifiés qui, eux, vont continuer et seront pas, peuvent avoir une automatisation faible. Et puis, vous avez des métiers qui sont là, faiblement qualifiés et ainsi de suite, qui peuvent être concernés par l'automatisation, mais qui seront moins touchés parce qu'on a besoin d'avoir des gens qui sont faiblement qualifiés pour faire des tâches, entre guillemets, pas qualifiés d'inutiles, mais à faible valeur ajoutée, ainsi de suite, que ne pourrait pas faire la machine, ainsi de suite. Et vous avez tout le milieu qui va être beaucoup concerné. Chaque étude a sa propre philosophie. Et donc, on arrive souvent à la même chose. C'est que globalement, quand vous avez un métier de connaissance et autres, on peut les mettre dans la machine. Et donc, en gros, demain, votre métier saute. C'est ce qui est dit aujourd'hui sur les avocats, c'est ce qui est dit sur les médecins, c'est ce qui est dit sur les juristes, sur des comptables et autres, qui sont des métiers, voire les consultants, qui sont des métiers dans lesquels il y a des connaissances et des règles. Et donc, quelque part, on vous dit, voilà, ceux-là, ils vont disparaître. On dit la même chose sur ceux qui font des tâches répétitives à faible valeur ajoutée. Je n'aime pas tellement le terme faible valeur ajoutée parce que finalement, des fois, on s'aperçoit qu'elles peuvent être à forte valeur ajoutée. Il y a un ouvrage qui est très intéressant que vous devriez, si vous ne l'avez pas lu, c'est un ouvrage qui a été écrit par Matthew Crawford. Matthew Crawford, il a écrit un bouquin en 2009 dont le titre était « L'éloge du carburateur ». Ce qui est intéressant, c'est que c'est un intellectuel qui travaille dans un think tank et qui ensuite a réparé des motos. Il a quitté le think tank, il est allé réparer des motos. Et donc c'est intéressant parce qu'il a vu les deux côtés en fait. Le côté dont on dit que ces métiers-là ne vont pas disparaître et puis le côté dont on dit que les métiers vont disparaître, voire ce sont des métiers à faible valeur ajoutée, par exemple, réparer une moto. Il vous explique que c'est un peu plus à forte valeur ajoutée que ça. Parce que quand vous réparez une moto, ce n'est pas juste je change une pièce, mais c'est de comprendre la personne qui conduit la moto, comment elle conduit. Et des fois, les pièces, comme c'est des vieilles motos, elles n'existent pas, donc il faut faire preuve d'ingéniosité pour pouvoir changer la pièce et ainsi de suite, quoi. Très intéressant, hein, c'est un bouquin qui se lit très vite. Il a un petit paragraphe sur l'intelligence artificielle. On était en 2009, hein, donc on était encore dans une phase qui n'était pas d'excitation sur le sujet de l'IA. Alors, je vais vous parler un peu des outils qui permettent de décrypter ces points-là. Je vais aller sur le secteur du commerce et faire une digression aussi sur le secteur bancaire pour vous montrer
quel est l'impact en fait potentiel de ces transformations, des décisions qui peuvent être prises par des managers, hein, parce qu'encore une fois, on dit beaucoup l'IA fait que, mais l'IA elle fait rien. Il y a bien quelqu'un qui programme et puis il y a quelqu'un qui décide de mettre en place l'outil. Il y a bien un manager et un dirigeant d'entreprise qui dit je le mets ou je ne le mets pas en place. Donc on vous dit beaucoup l'IA fait ceci, l'IA fait cela, l'IA fait rien, hein. C'est de l'informatique à la base. Ça va faire hurler pas mal de personnes, mais c'est pas grave, j'assume. Alors nous, on a toujours une matrice. Vous savez, les consultants, on a toujours une matrice. On a scanné, donc on a fait un score IA, dans lequel on a 6 variables. Je pourrais vous les donner plus tard, et qui nous permettent de représenter en fait nos métiers sur 2 axes. Opportunité de mettre des outils à base d'IA. Est-ce que ça a un intérêt de le faire ? Et je reviendrai sur certains points. Et puis la faisabilité, parce que c'est bien de se dire ouais, on a intérêt à le faire, mais est-ce que c'est faisable ? Est-ce qu'on a tous les éléments qui permettent de mettre en œuvre des outils à base d'IA ? Ça, c'est le résultat en fait de nos travaux dans le secteur du commerce. Dans le secteur du commerce, donc on avait un panel de 900 000 salariés, 45 000 entreprises. On a balayé. L'erreur est humaine. Heureusement, on connaît, vous n'êtes pas que des machines, sinon on n'aurait pas eu ça, par exemple. Dans le commerce, on a balayé des grands distributeurs, des grands magasins, on est allé voir des franchises, on a eu aussi tout ce qui est le e-commerce et autres, donc on a balayé très, très, très large. Et donc, on voit que ceux qui sont, entre guillemets, les plus qui seraient, sur lesquels il y a un intérêt, il y a une question qu'on peut se poser. Bon, ça rejoint le propos de Nicolas Bouzou. Nicolas Bouzou avait écrit un livre en 2018, je crois, 2017 peut-être, le travail, l'avenir de l'homme. C'est intéressant comme ouvrage. C'est quelqu'un d'intéressant à suivre, Nicolas. Et donc, on avait les hôtes de caisse, hôtesses de caisse. Maintenant, on ne dit plus caissier, mais il faut, voilà, le terme, les libres-services, manutention et autres. Juste un truc, dans notre panel, plus de 900 000 personnes, les caissiers et les caissières, c'est 139 000. Tous les employés de libre-service, vendeurs et autres, c'est plus de 250 000. Donc on a toujours un focus sur un métier, mais on oublie le reste. Et le reste est aussi impacté par ces outils-là. Donc il y a ce qu'on voit au quotidien, mais il y a aussi ce qu'on voit peut-être moins, mais qui est aussi fortement impacté. Bien entendu, les fonctions support, ça c'est un point important. Là, on a des métiers. On a la scanner 193, hein, donc on les a scorés, les 193, on les a représentés là-dessus. Là, vous aviez un peu l'encadrement intermédiaire, et puis des métiers plus de spécialité. L'opportunité, parce que y a un peu de technicité quand même, donc on peut dire on peut débiter, ainsi de suite, mais moi je me positionne aujourd'hui, en l'état actuel, des outils tels qu'ils sont et leur niveau de maturité. Les fonctions de marketing et autres, et puis ceux sur lesquels on peut se poser la question hein, de l'automatisation et de l'informatisation des métiers de gouvernance, métiers de créativité. Je ne reviendrai pas sur je ne me battrai pas, est-ce que la machine est créative ou pas. Les machines savent faire des choses, mais on voit qu'il y a un intérêt moindre. C'est notre score. Mais c'est intéressant parce que ça nous a permis de scanner quand même 193 métiers et puis de débattre. Hein. On était avec un observatoire des métiers, donc il y avait des représentants de la branche patronale et de la branche syndicale. Donc c'est toujours intéressant d'avoir une grille de lecture et de se mouiller un peu. Je vais revenir sur le secteur bancaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place. Le rapport est disponible sur l'Obcommerce. Vous avez une synthèse de 4 pages et vous avez aussi un rapport un peu plus complet, fait une centaine de pages. Voilà. Si jamais vous n'arrivez pas à le trouver, vous m'envoyez un mail, vous avez mes coordonnées, je vous le transmettrai ou je le mettrai le lien sur le post demain matin. Secteur bancaire, il y a un nombre d'or, c'est 37. 370 000, on n'est plus sur les mêmes dimensions, c'est quand même un secteur d'activité important, 370 000 personnes, 37 000 agences, 370 établissements de crédit. Bon, je suis filmé, je ne devrais pas le dire, mais c'est un secteur qui va continuer à se contracter sur tous les plans. Hein. C'est un secteur qui est un secteur entre guillemets fermé. Le secteur bancaire, c'est pas comme des grands, on parlait des GAFA, Amazon a décidé un jour de faire du fret. Le secteur bancaire, on ne va pas sortir de son métier, c'est un métier qui est très important. Et donc, ces chiffres, je les actualiserai, mais il est probable qu'ils continuent à baisser. Et alors, ce qu'on a fait là, juste pour vous expliquer comment on met les mains dans le cambouis, on est allé voir, on a pris les fiches, vous savez, dans l'Observatoire des métiers de la banque, tout ça, c'est disponible. Il y avait 26 métiers qui ont été décrits avec tâches, compétences. Donc, nous, on nous a interrogés sur l'intelligence artificielle dans la banque, emploi et compétences. Donc, on a essayé d'être poli et de répondre à la question.
Je n'ai pas répondu à emploi, j'ai répondu à compétences. Et si on me reposait la question, maintenant, je répondrais plutôt à tâche qu'à compétences. Mais on a fait l'exercice pour l'observatoire, ce qui a permis aussi d'ajuster nos modèles. Je vous ai mis en turquoise en fait des termes qui font tilt quand on les prononce chez nous. Et c'est des termes qui me permettent de classer en fait ces tâches dans les fonctions cognitives, les 5 fonctions cognitives dont je vous ai parlé. Je prends par exemple détecter, c'est le premier paquet de fonctions cognitives, c'est reconnaître. Et quand j'ai reconnaître, je sais quels sont les outils que je peux mettre derrière. Et je connais le niveau de performance actuel des outils. Donc vous voyez, c'est assez simple. Quand on me dit que ça, c'est 100% du temps, ben derrière, je peux dire c'est un outil de reconnaissance. Dites-moi ce que vous détectez, et ainsi de suite. Et je suis capable après de dire, tiens, potentiellement, il y a un outil dont le niveau de performance c'est tant. Et donc, je vois quel est l'impact en fait sur les tâches. Alors, il y a un biais qui est, on prend ça de manière très unitaire. Un poste de travail, c'est une mixité de tâches à exécuter. Mais ça vous permet de mettre quand même quelque chose sur la table qui est un peu plus fiable que je vous mets un pourcentage. Parce que là, derrière, on a les outils. La représentation qu'on a de ces résultats, juste, on peut travailler sur papier, mais nous, on va sur le terrain aussi. Parce qu'il y a ce qui est écrit, puis il y a ce qui est fait. Et des fois, il y a des écarts. Il y a des écarts en termes de métrique, et puis il y a des écarts dans la manière de procéder. Et c'est ça qui est important, c'est de savoir comment le métier est exercé. La représentation, c'est une toile d'araignée assez simple, dans lequel, bon, j'ai pas mis les axes, j'ai pas mis quelles étaient les unités d'œuvre et autres. En fait, c'est l'intensité d'appel. Là, c'est les compétences. Donc, en gros, vous avez un métier qui est constitué de tâches qui appellent des compétences, qui elles-mêmes émulent des fonctions cognitives et qui sont émulées par des outils à base d'IA ou d'informatique. Là, en pointillé, c'est une situation à date, en termes d'intensité pour le conseiller bancaire. Ces chiffres-là, on les a fait valider à la fois par la branche patronale et par la branche syndicale. On les avait fait bosser en été 2017. Et on voit que c'est assez égal. Bon, le conseiller, on ne lui demande pas de faire du reporting. Vous comprenez que voilà, c'est plutôt dans les fonctions managériales qu'on est en train de faire du reporting. Culture et on va dire culture générale et économique. Ils sont quand même dans un métier qui est, d'être à disposition des clients, de vendre des produits ou de pousser ou distribuer des produits et autres. Ils ne sont pas non plus là pour être sur une estrade en train de faire des exposés aussi brillants soient-ils. Et pas mal de sujets sur la direction. Donc on a capté cette information, on l'a mis dans notre modèle, on a simulé une banque avec tous les outils à base d'IA, avec des niveaux de pourcentage et autres, et je vais vous montrer la toile d'araignée résultante. Et on voit qu'il y a quand même quelques déformations. C'est une situation fictive, parce qu'aujourd'hui, en France, il n'existe pas d'établissement bancaire qui a bien entendu intégré tous les outils à base d'IA. Et c'est des choix qui sont des choix structurants et fondamentaux. On a bien expliqué que ce n'est pas la vision de demain du conseiller bancaire. C'est une vision d'un cabinet de conseil à Boulogne-Billancourt, d'un sujet, juste pour montrer quel pourrait être l'impact dans une situation qui n'est pas une situation réelle. Et vous voyez qu'il y a des endroits dans lesquels il y a quand même des pics de sollicitation de compétences, et notamment derrière ce qu'on peut qualifier de compétences transversales et autres. Mais c'est qu'une vision. Ça, c'est que le début de l'histoire. Parce que quand vous montrez ça à un patron, à un directeur de réseau commercial ou un patron d'une banque, il vous dit non, ce n'est pas ça que je veux qu'ils aient plus de capacité de décision et autres. Mais je dis ok, ça c'est qu'une vision macro et le boulot commence maintenant. Maintenant, c'est les choix que vous allez mettre en fonction et les choix que vous allez faire en fonction des outils vous amènent là-dessus. Mais maintenant, vous n'êtes pas obligé de mettre les outils. Vous pouvez prévoir différemment, organiser différemment. Et ça, c'est un point qui est fondamental, c'est qu'on arrive assez facilement à ce niveau-là, mais ça, c'est que le début de l'histoire. Ça crée énormément de débats sur des stratégies d'entreprise, sur des choix distributifs, sur la mise en œuvre ou pas des outils, quel type d'outils, dans quel type de contexte et autres. Je vais terminer mon propos par deux petits clins d'œil. Il y en a un que je vous ai parlé de Stanislas Dehaene. Il a écrit, c'est intéressant, il a écrit, alors c'est des fois un peu rugueux parce que sur tout ce qui est apprentissage et autres, ça revient sur le fonctionnement du cerveau, mais dedans il y a 2 chapitres qui sont justement sur les biais qu'il y a, les machines, l'homme, le cerveau et autres. C'est très intéressant parce que c'est très pédagogique et c'est très clair. C'est quand même des gens qui sont brillantissimes et qui sont de renommée mondiale. Ce que je trouve intéressant, c'est apprendre des sujets
Alors, je n'ai pas fini l'histoire et moi, je suis toujours en train de réfléchir sur ces sujets-là, mais la question d'apprendre, d'apprentissage est un point fondamental. Rappelez-vous, le 31 août 1955, dans le carton d'invitation, il y avait la notion d'apprentissage. Hein. On revient un peu au fondement de ce qu'on peut mettre derrière l'IA. On avait une discussion tout à l'heure avec quelqu'un, la question c'est l'apprentissage des outils ou autre. Bon, moi, je ne suis pas un technophobe et pas un technophile, je suis juste quelqu'un de pragmatique. Vous avez une question, je ne sais pas si c'est de l'IA très élaborée qu'il faudra ou si c'est des règles et ainsi de suite. Mais malgré tout, la question autour de l'apprentissage est une question qui est quand même fondamentale, qui est posée, qui appelle après dans les métiers RH des questions autour de la formation initiale, formation continue et ainsi de suite. Sujet d'actualité. Vous l'avez compris, hein, souvent moi on me demande, et on a eu des discussions, notamment avec des organisations syndicales, quand on a démarré notre étude sur l'IA dans la banque, où ils ont demandé combien. Donc on est sur les emplois, on est sur des nombres. Après, vous verrez, on vous parle des compétences de demain. Éventuellement, on vous dit ça fracture des métiers, et comme je vous l'ai dit, le travail, on n'en parle pas. Et donc vous avez compris que moi, le sujet, c'est vraiment de le prendre à l'envers. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quoi le job, c'est quoi la finalité de l'entreprise, comment c'est réalisé, comment vous remplissez les contrats que vous passez avec vos clients, B2B, B2C. Et donc ça, après, ça délimite des métiers. Ensuite, pour exécuter les métiers, on a besoin de compétences. Et puis après, on regarde, on calibre les emplois derrière. C'est assez simple, me semble-t-il. Et moi, on me pose toujours la question de combien, avant d'avoir fait l'analyse dans ce sens-là. Donc les conditions de travail, l'organisation du travail. Le sujet important, c'est le travail. Et c'est un sujet qui est éminemment important. Nous, on s'est posé la question. Une des meilleures manières de mesurer l'impact des outils à base d'IA, c'est de se poser la question pour soi-même. Nous, en tant que consultants, on a eu un client qui a publié un post en disant au 1er janvier 2018, la fin du conseil. C'est super intéressant et motivant, hein, parce qu'au moins, vous voyez comment il relie le métier du conseil, qui est un peu différent de ce qu'il a pratique du quotidien. Mais c'était intéressant de voir l'écart qu'il peut y avoir avec quelqu'un de aussi brillantissime, mais qui en fait manquait un peu de pragmatisme. Donc nous, on parle là-dessus. C'est-à-dire qu'avant de dire c'est les compétences de demain, il faut savoir pourquoi. Et en fait, c'est assez facile. Parce que quand vous parlez du travail du métier, il faut y aller sur le terrain. Il faut savoir de quoi on parle. Parler de compétences, créativité, communication ou je ne sais quoi d'autre, c'est assez simple, c'est assez général, assez générique, tout le monde peut en parler. Mais si vous voulez vraiment parler de quelque chose et du travail, de la manière dont le travail va évoluer, là, ça demande d'aller sur le terrain. Et ça demande de prendre du temps et du temps d'analyse, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Voilà. Donc, j'ai bientôt fini mon propos. Donc, voilà, le mur pour les dîners en ville parisiens, bien entendu. Hein. Mais on a balayé un peu tout. Je vous ai parlé des compétences, activités, tâches. Je ne vous ai pas parlé d'un acronyme, l'augmentation. On pourra en parler un peu. Hein. Ça, c'est mon dada. Quand on vous dit qu'il y a un métier qui est augmenté, vous ne mettez pas augmenté, vous mettez remplacé ou supprimé. Hein, on vous raconte les métiers demain sont augmentés et compagnie. Allez voir les gens sur le terrain ce que ça veut dire l'augmentation. Moi, j'ai toujours pas compris entre les mecs du marketing qui sont très forts, on parle d'augmentation et autres, mais après, quand vous allez sur le terrain, alors oui, il y a des endroits dans lesquels il faut que vous puissiez absorber des flux, ainsi de suite, mais il y a quand même des trucs. Donc l'augmentation, c'est aussi un sujet. On a un petit DRHM. C'est pas une coquetterie d'un cabinet de consultants parisien, un DRHM, Direction des ressources humaines et machines. On vous dit l'humain au centre, le collaborateur au centre, patin, couffin, ainsi de suite. Bon, moi, je suis consultant, j'ai fait de l'organisation. Généralement, les RH, on les appelait à la fin. On leur demandait de faire 3 slides pour la formation, éventuellement une note qui communiquait ensemble dans l'entreprise, et puis ça s'arrêtait là. Non, là, quand même, pour revenir sur ce que disait François en propos introductif, on touche un peu toutes les bornes, hein, toutes les directions et à tous les niveaux. Donc, il y a quand même un sujet. Et donc cet acronyme, hein, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une coquetterie d'un cabinet de consultants, c'est vraiment que c'est une direction des ressources humaines et machines. Donc on voit apparaître des directions des ressources humaines et transformation, très en amont, parce qu'après, il faut aussi amener ça dans l'entreprise. Il faut aussi que le dialogue social se fasse autour de ces outils. Dans quelques semaines, vous aurez des vidéos d'une séquence des tribunaux des flagrants des IRH sur le dialogue social et autres. C'est un sujet très important. Et c'est important que les RH, sur ces sujets de technologie, ne soient pas à la traîne et puissent aussi anticiper, projeter. Vous l'avez vu, ce n'est pas un sujet technique. Hein. On n'a pas parlé de technique, on n'a pas parlé de modèle aujourd'hui. C'est assez simple de comprendre jusqu'où ça nous amène. Je n'ai pas parlé d'éthique, ça pourrait nous amener très loin. Et puis vous avez compris, c'était mon propos introductif, hein, meeting politique. Derrière l'IA, en fait,
c'est bien un choix de société dont il est question. C'est un peu la conclusion que j'ai eue en écrivant mon bouquin. Vous savez, quand vous écrivez un bouquin, c'est un exercice d'abord perso. Ça permet de restructurer un peu la pensée. Mais à la fin, je me suis dit, à force d'avoir interrogé différentes personnes sur ces sujets-là, je m'en suis aperçu et ça m'a marqué. Dernier point, avant-dernier point, avant la petite minute de pub et vous passez la parole, j'interviens aussi dans des think tanks et avec des sportifs, que ce soit des patrons de présidents, des présidents de fédérations, ou des cadres techniques, des médaillés olympiques et autres. J'ai fait un peu de sport dans ma jeunesse, j'ai fait de la natation surtout. Et en fait, j'ai fait une intervention, c'était en 2017, juillet, puis il y a quelqu'un qui a levé la main qui m'a dit « Ça, Pierre, c'est super, merci. » Et en gros, il me dit « Mais est-ce que la machine aurait pu inventer le Fosbury Flop ?» Donc pour ceux qui n'étaient pas nés ou qui ne sont pas des passionnés d'athlétisme, en 68, à Mexico, celui qui gagne en hauteur, au saut en hauteur, c'est Dick Fosbury. Et jusqu'à maintenant, on sautait en hauteur sur le ventre. Et lui, il sautait sur le dos. Donc il a complètement changé le truc. Il me dit, c'est une question intéressante. Donc je lui dis, je ne sais pas. J'ai interrogé en fait des spécialistes, 50-50. 50 m'ont dit, ouais, une machine aurait pu inventer le Fosbury Flop. Et puis 50% m'ont dit, non. Donc tout ça, ça m'a mis à vous dire. Et je reviens sur ma conclusion, c'est au boulot, quoi. Il n'y a pas de vérité sur le sujet. La vérité, elle se trouve sur le terrain. Allez, je ne vais pas vous passer les 2 minutes de pub, mais je vais vous dire, donc celui-là, il est disponible. François est un des 55. J'ai 55 en fait contributeurs, 2 tiers d'écriture perso et 1 tiers de contributeurs. Alors c'est marrant, 55, ça évoque 1955. Et je vous le jure, c'est pas voulu. Je m'en suis aperçu un matin en courant, je me dis 55 contributeurs, tiens, ça fait penser à 1955. C'est vraiment une coïncidence avec quelques beaux noms à l'intérieur et des textes que je vous engage à lire. J'en avais écrit un avant sur le management et la natation, j'ai fait des parallèles. Ça arrive. Donc c'est peut-être une progression. Peut-être qu'à un moment donné, je me ferai faire une analyse, ils m'expliqueront pourquoi je suis passé de la natation à l'intelligence artificielle. Il y a des liens quand même, parce qu'au milieu, il y a l'être humain. Voilà. Et puis le dernier point, c'est que ça, je me régale parce que en fait, on l'a tous. Le CAPTCHA, en fait, c'est vachement sympa. C'est une bécane, ou en tous les cas un algorithme, qui nous demande si on est une machine. Alors derrière la boutade et derrière le fait qu'il y a des enjeux qui sont assez significatifs, souvent pour étiqueter des images et tout ça, moi je vous engage à une chose, c'est que avant de cocher la case, prenez une minute et essayez de trouver 3 arguments qui prouvent que vous n'êtes pas une machine dans ce que vous avez fait dans la journée. C'est un point qui me paraît important. Je vous remercie de votre attention. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez participer aux prochains événements du Human Club ou pour toute information, contactez-nous par mail club@humanday.fr. Soyons human-centriques, excellente journée à vous et à bientôt.